Les injections, gélules ou encore les comprimés et capsules utilisés par les femmes pour se blanchir la peau sont les nouvelles méthodes de dépigmentation en un temps record. Ante Diallo, une vendeuse, donne son point de vue sur ce phénomène. Les jeunes filles croient que si tu n'es pas de teint clair, les hommes ne vont pas t'aimer. Il faut garder la couleur de sa peau. Beaucoup d'entre elles regrettent aujourd'hui. Il faut arrêter d'utiliser ces injections parce qu'il a des effets négatifs. Je conseille aux filles d'arrêter vraiment parce qu'elles se trompent en se blanchissant la peau. La dépigmentation était considérée comme une affaire de femmes, mais aujourd'hui, certains hommes se donnent à la pratique. Abdullah Diop s'indigne. Même parmi les hommes, il y a certains qui se dépigmentent. On ne doit rien dire aux hommes, puisque c'est les hommes qui s'adonnent à cette pratique. Ils deviennent de plus en plus clairs que les femmes. La plupart ont des parents de teint noir. Ils s'éclaircissent aussi les lèvres. On n'est pas fou. On reconnaît bien ceux qui se dépigmentent par le taches au niveau des mains. Vraiment, c'est désolant. L'utilisation de ces injections pour blanchir la peau donne un effet rapide et uniforme, mais elles constituent un danger à long terme. L'État doit suspendre la commercialisation des produits injectables à raison des risques sanitaires qu'ils présentent. Pour la présidentielle de 2024, l'opposition met en place une nouvelle coalition dénommée FIT. FIT voit le jour, une initiative considérée comme une continuité de Yewwi Askan Wi, selon certains experts comme Abdoulaye Mbow. Dans tous les cas, il faut rappeler que Taxawu Sénégal de Khalifa Sall était déjà membre de la plateforme F24. D'accord, ça, je crois bien qu'il faudra quand même qu'on puisse le rappeler. Maintenant, l'autre aspect, c'est que le Parti démocratique sénégalais n'a jamais été partie prenante sur l'ensemble des plateformes mises à porter sur les fonds baptismaux par, en tout cas, une bonne partie de l'opposition et quelques organisations de la société civile. Maintenant, il est vrai qu'un fonds a été mis en place, Fonds pour l'inclusivité et la transparence des élections, FIT. Mais je dis encore une fois, quel que soit Alpha, il était bon à un moment donné de mettre une nouvelle plateforme qui essaiera de mener les combats qui sont devant elle par rapport surtout à la transparence du processus électoral. Cependant, je dis que cette plateforme, oui, elle est toujours la bienvenue parce qu'il n'est jamais trop tard, surtout par rapport à l'opposition et une part de la société civile, de veiller à la transparence des élections. Mais quelque part, l'opposition a trop assisté véritablement à un dérèglement du processus par justement les autorités. Et par rapport à la remise en cause même de la transparence du processus, le nouveau bureau de la Sénat en est un parfait exemple. Le dilatoire de la direction générale des élections en est un autre. Maintenant, je crois bien qu'aujourd'hui, il leur faut ensemble cogiter, il leur faut ensemble mettre en branle justement des stratégies de combat, il leur faut ensemble savoir comment mettre la pression pour qu'on puisse aller véritablement dans le sens de pouvoir tenir une élection présidentielle au-delà de l'inclusivité, une élection présidentielle transparente qui... Lui emboîtant le pas, un ancien combattant de l'armée française, Amadou Lamine Ka, pense que la coalition FIT a été tardivement créée. La coalition Ben Bok Yakar, comme l'on dit, parce qu'ils devaient créer ça un peu plus tôt, ils l'ont créé un peu tard. Donc, je l'ai dit en Wolof. S'ils avaient créé la coalition un peu plus tôt, on avait espéré derrière. Mais à 2 mois d'élection, il y a le rythme. Quant à Daouda Seck, cette nouvelle coalition, c'est pour encore tromper la population. On a dit une autre société civile a créé un autre mouvement. Mais le mouvement qui s'appelle FIT, qu'est-ce que ça veut dire FIT? Non. Il essaye de nous tromper maintenant. Ils ont essayé de nous tromper. Mais la population est mûre maintenant. La population, même les enfants de 5 ans, si tu demandes à un enfant de 5 ans, il va te dire ce que Macky Sall fait, ce n'est pas normal dans la vie. Mais ça c'est honteux. C'est comme un Sénégal comme ça. Un pays de Teranga. On dit Sénégal, c'est un pays de Teranga. Maintenant, c'est un pays de quoi? De l'enfer. Oui, on vit l'enfer maintenant. Les courants sont chers, les factures d'eau. Hein? On m'a amené une facture d'eau.
La maison, ça paye combien? 5 personnes, on m'amène une facture de 60 et quelques mille. Il faut rappeler que Khalifa Ababakar Sall de Tahaou Dakar et Karim Meïssa Wade du PDS sont d'emblée écartés de cette nouvelle coalition. Cependant, la mayonnaise risque de ne pas prendre, surtout avec l'absence du leader de l'ex-Pastef Ousmane Sonko. Les accréditations apportent des garanties sur la fiabilité des formations et des diplômes délivrés par les établissements privés. Néanmoins, beaucoup d'écoles de formation font fi à ce processus au détriment de l'avenir professionnel de leurs étudiants, d'après Saour Hussein, conseiller à la présidence. L'école, je dois le rappeler, est d'une importance capitale, que ce soit au niveau du moyen secondaire, de l'élémentaire, et surtout au niveau supérieur où on est appelé à délivrer des diplômes qui doivent donner accès à l'emploi. Cette école, elle est réglementée. C'est la raison pour laquelle je crois bien, en ce qui concerne surtout les écoles de formation, il est important que ces dernières puissent se conformer à la législation. Parce que le cas contraire, non seulement expose les contrevenants, mais aussi ça ne rend pas service aux étudiants qui reçoivent des formations dans ces écoles de formation-là. Parce que si vous sortez d'une école de formation dont le diplôme n'est pas reconnu par l'État, ça veut dire que vous êtes out par rapport à l'employabilité de cet étudiant-là au niveau des services étatiques. Et même si c'est le privé aussi, le privé a l'habitude de voir est-ce que le diplôme est reconnu par l'État du Sénégal ou le CAMES. Pour Moussa Ndiaye, cette non-accréditation des écoles de formation pousse les sortants au chômage. Au Sénégal, il y a beaucoup d'écoles de formation qui ne sont pas accréditées par l'État, chose qui n'est pas du tout normale. Mais la jeunesse doit aussi faire attention là où elle investit son argent, c'est-à-dire faire des investigations sur les écoles de formation avant de s'inscrire. Moi-même, j'en ai vu beaucoup de cas similaires qui ont fait des années de... De l'avis de Doudou Ndiaye, délivrer des diplômes qui ne sont pas accrédités ni par le CAMES ni par l'État n'est que de l'escroquerie. C'est pas normal qu'un pays comme le Sénégal ait des écoles de formation qui n'ont pas de diplôme valable. De plus, il y a beaucoup trop de magouilles dans ce pays. Et c'est l'une des raisons du sous-développement du pays, car chacun essaye de tirer profit de l'autre, chose qui n'est pas normale dans un grand pays comme le nôtre. Pour que les jeunes puissent bénéficier d'études de qualité et assurer des postes stables à l'avenir, il serait important que les autorités étatiques trouvent une solution concernant ces écoles de formation non accréditées. Le phénomène de fake news se pose avec acuité sur les réseaux sociaux et particulièrement les médias pour coller à cette actualité. La Convention des jeunes reporters a tenu un panel dont le débat est axé sur les conséquences de la désinformation. Le président de la Convention des jeunes reporters lance une alerte. De plus en plus, nous constatons que les fake news, les désinformations prennent de plus en plus de l'ampleur ici au Sénégal. Parce que souvent, quand on parle de menaces contre la liberté de la presse, on pense automatiquement aux violences contre les professionnels des médias, que ce soit violences physiques, morales, ou bien même les nombreuses arrestations. Mais on oublie souvent ce qui est le plus important, par exemple la désinformation, parce que pour moi, c'est la plus grande difficulté actuelle. Le buzz, la politique, le people, entre autres facteurs, est à l'origine de ces fausses informations, renchérit l'ancien directeur général de la RTS, Maktar Silla. Les interventions, ils sont multiples. Les gens ont divers agendas, selon le point de vue où on se place. On peut le faire pour la rumeur, on peut le faire pour le buzz, pour avoir des clics, des claques, etc., des vues. Donc plusieurs motivations, ça peut être des motivations politiques. Ça peut être voilà, de la diffamation. Ça peut être tout simplement un exercice, j'allais dire, de plaisir, d'amusement, etc. Les motivations. Le PDG de Label TV mise davantage sur la sensibilisation et la formation des journalistes. Il faut également former les professionnels des médias. Quand on dit professionnels, pas seulement les journalistes, parce que les monteurs également peuvent être induits en erreur et d'autres. Le technicien son qui peut monter son son différemment, etc. Donc il faut que toute la chaîne de valeur, toute la chaîne de fabrication puisse être impliquée et que ces formations puissent se faire. Donc une fois que cette formation est faite également, il faut un encadrement au niveau étatique
Il faut un encadrement également par d'autres organisations, parce que ça ne se limite pas seulement aux médias. Il y a des lanceurs d'alerte, il y a des organisations de la société civile, il y a des organisations internationales qui nous accompagnent comme la Fondation Konrad Adenauer. Migui Maram invite les journalistes à envahir les réseaux sociaux pour la diffusion d'une information juste et viable. Nous voulons demander ou bien inviter tous les confrères à envahir les réseaux sociaux. Si nous ne le faisons pas, d'autres vont le faire à notre place sans pour autant respecter les règles. Nous tous à l'école, on nous a appris comment donner une information. Il y a d'abord la phase de collecte, la phase de traitement avant la diffusion. Et quand on parle de traitement, il y a ce qu'on appelle la vérification. Vérifier, vérifier, vérifier avant diffusion. Malheureusement, la plupart du temps, on ne le fait pas. Il y a une course, on dirait, contre la montre, autant pour moi. Il y a également le buzz également qui est en train donc de tuer notre métier. Les fausses informations peuvent avoir un impact négatif sur le fonctionnement de la presse sénégalaise. La manipulation en est à l'origine selon nos interlocuteurs. Ces derniers invitent les acteurs à plus de vigilance pour une information authentique. Plusieurs femmes sont prêtes à tout pour avoir des corps de rêve et aller à l'encontre de l'état naturel et de la conception divine de Dieu. C'est pourquoi nombreuses font désormais recours à des chirurgies très coûteuses pour être au top de la modernité. Au quartier de Baoba, ces femmes livrent leur avis. Pour Fatoumata, faire du BBL, c'est changer la conception de Dieu. Et c'est pas une chose nécessaire. Le BBL n'est pas du tout important. Et le recours au BBL n'est pas du tout une nécessité. Et on devrait avoir une confiance en soi et s'aimer soi-même au lieu de faire des recours au BBL, genre augmenter ses fesses ou sa poitrine. Et on peut aussi également faire, du sport. On peut faire du sport pour améliorer son physique et aussi, faire recours au régime alimentaire. Et selon mon avis, je ne suis pas du tout d'accord pour le fait de faire le BBL. Bien que cet avis ne fait pas l'unanimité chez toutes les femmes, Enda pourrait être tentée de le faire si elle arrivait à être plus nantie un jour, pour des raisons qu'elle évoque. Si aujourd'hui j'avais la chance ou bien j'avais l'argent, j'allais faire pour la santé. Par exemple, pour diminuer les seins ou bien diminuer la graisse qu'il y a dans mon corps. Aujourd'hui, ça c'est par rapport à la santé. Il y en a d'autres qui le font pour l'esthétique. Il y en a d'autres qui le font pour l'esthétique. Il y a des gens qui sont discriminés par la société ou bien ils sont tout le temps exposés dans la vie. Il y a des gens qui sont là pour dire aux gens que tu n'es pas belle ou bien. Il y a des gens qui le font par rapport à l'esthétique. Eux aussi, c'est leur choix. Malgré ces avis partagés, Fabi conseille les filles ou femmes qui seraient tentées de le faire. Ne pas le faire. Même si tu as l'argent, il ne faut pas faire. J'aime mon corps. Je n'ai pas envie d'ajouter quelque chose. C'est son choix. Il a déjà fait, vous rajouter. Je ne sais pas quoi lui dire. Bien que la pratique de cette chirurgie présente plusieurs conséquences, les avis restent toujours selon chaque femme, car cela reste un choix personnel. D'objectif sera obligé de faire de son mieux pour qualifier le Sénégal dans cette poule, c'est ça l'objectif, mais pour moi c'est assez fou. C'est assez fou de demander à un entraîneur de signer et lui dire ton objectif à court terme, c'est qualifier le Sénégal aux Jeux Olympiques. Sur le papier, comment est-ce que le Sénégal peut passer devant le Nigeria? Parce que c'est sûr que le Nigeria va se renforcer encore. Déjà, il y avait une belle équipe et cette équipe-là, elle a été construite en moins de 3 mois parce que les cadres, ceux qui avaient gagné le précédent Afrobasket, qui avaient gagné le précédent Afrobasket, se sont désistés et n'étaient pas au dernier Afrobasket. Et là, ce sont pour les Jeux Olympiques. Et qui dit Jeux Olympiques, ça parle des meilleurs basketteurs et basketteuses qui ont envie de disputer cette compétition. Cette équipe va se renforcer. Tu as les États-Unis, tu as la Belgique, mais c'est autre chose. Donc aujourd'hui, les chances du Sénégal, même si on avait
le meilleur entraîneur du monde, les chances du Sénégal sont minimes. Il y a beaucoup qui étaient à l'Afrobasket qui ne seront pas là. Il y aura un changement, il y a un nouveau scouting, il y a de nouvelles têtes qui vont apparaître dans cette prochaine liste d'Antunian. C'est beaucoup de paramètres à prendre en compte. Pour moi, ils peuvent faire quelque chose, mais qualifier le Sénégal aux Jeux Olympiques, ça va être très très difficile. Mais s'il a accepté de signer cet objectif, ce contrat d'objectif, c'est peut-être parce qu'il a des armes, parce qu'il a un peu suivi l'équipe du Sénégal. Il pense qu'il peut ramener ce peu qui manquait à cette sélection-là pour remporter le dernier Afrobasket, pour aller se qualifier aux Jeux Olympiques. Alberto Antuña est nommé nouveau entraîneur de l'équipe nationale féminine du basket. Cette décision a été annoncée hier par le directeur technique Raoul Toupane lors de la conférence de presse de ce mercredi. Le remplaçant de Moustapha Gueye est un technicien espagnol qui était à la tête de l'équipe nationale ougandaise lors de la dernière Afro-basket féminine. Ce dernier avait battu le Sénégal en match de poule. Alberto est le deuxième sélectionneur étranger à diriger l'équipe féminine de basket après le Serbe Miodrag Marjanovic en 2000 et en 2003. L'entraîneur de 30 ans est connu par sa rigueur, ses compétences et sa motivation. Il a été entraîneur adjoint des Titans de Dresde en Allemagne, entraîneur adjoint de l'équipe féminine du Monténégro avant d'atterrir en Ouganda où il a été le sélectionneur national. Après la démission de Moustapha Gueye en mi-octobre, il y a eu plusieurs candidatures étrangères et locales, révèle Raoul Toupane, mais le meilleur profil était celui de Alberto. Le premier défi du technicien espagnol de qualifier les Lions aux Jeux Olympiques de Paris 2024, le Sénégal doit jouer un tournoi de qualification en février. À noter que les Lions partagent le groupe avec les États-Unis, le Nigeria et la Belgique. Commençons tout d'abord sur l'international en RD Congo, au nouveau tournant dans l'affaire de l'assassinat de Chérubin Okende. Une plainte a été déposée par la famille de l'opposant en Belgique contre le général-major Christian Dawel. La plainte a pu être déposée car le chef des renseignements militaires en poste à Kinshasa serait belge. Selon l'avocat de la famille, Okende avait été retrouvé mort dans son véhicule le 13 juillet dernier. Mercredi 8 novembre, le rassemblement du collectif des 10 a été marqué par un rare nouveau violence dans la capitale. Symbole de cette journée, des images devenues virales de manifestants, une partie de la joue arrachée par un tir de flashballs des forces de l'ordre. Selon la gendarmerie, en tout, 16 personnes ont été blessées, 12 civils et 4 forces de l'ordre. Un député de l'opposition a par ailleurs été arrêté. Et pour terminer, l'armée israélienne a affirmé hier que le Hamas avait perdu le contrôle du nord de la bande de Gaza. Près de 50 000 personnes auraient quitté la ville hier. Des centaines de milliers d'autres habitants se trouvent toujours au nord de Wadi Gaza, le cours d'eau qui traverse le territoire d'est en ouest. Benjamin Netanyahu a répété hier qu'il n'y aurait ni cessez-le-feu ni carburant autorisé à Gaza tant que le Hamas n'aurait pas libéré les 240 otages qu'il détient, alors que des négociations menées par le Qatar seraient en cours. Le premier ministre israélien a averti aussi le Hezbollah libanais qu'il ferait l'erreur de sa vie s'il se joignait au conflit déclenché par le Hamas. Quant à Emmanuel Macron, la France accueille une conférence humanitaire ce jeudi pour tenter de débloquer l'aide. Quant à Emmanuel Macron, la France accueille une conférence humanitaire. Selon lui, c'est pour débloquer l'aide. Il faut œuvrer au cessez-le-feu, a plaidé le président français.